Avant de vous présenter le présentateur et de se lancer dans la présentation, il y a Édouard Maillot, ingénieur, direction principale de l'expertise hydrique du Québec, qui va présenter, faire une mise en contexte du projet dans lequel ce projet-là s'est déroulé. Donc, Édouard, je vais te passer la parole. Merci, Louis-Philippe. Donc, le projet, le contexte, c'est InfoCru. InfoCru, c'est un grand projet à la DPEH de cartographie des zones inondables pour 50 bassins versants au Québec. Donc, dans le cadre d'InfoCru, il faut produire des données hydrologiques qu'on envoie à notre équipe de modélisateurs hydrauliques. Puis ces données-là, hydrologiques, on se base sur l'Atlas hydroclimatique. Mais l'Atlas, quand on arrive à une embouchure, par exemple une rivière qui se jette dans le fleuve, ben là, l'Atlas nous donne une valeur, mais la valeur ne prend pas en compte les niveaux du fleuve, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à Mohamed chez Uranus pour ce projet-ci, qui justement fait des analyses statistiques pour prendre en compte les niveaux et avoir ainsi des scénarios niveaux et débits qui sont de récurrence voulue aux embouchures de nos bassins versants. Donc, sans plus tarder, vas-y, Mohamed. Ouais. Merci, Edouard. Donc, juste avant de se lancer, je vais introduire le présentateur. Donc, Mohamed détient un doctorat en génie civil de l'Université de Sherbrooke. Il possède 7 ans d'expérience dans le développement des modèles d'impact de changement climatique, notamment les effets des crues sur les environnements naturels et bâtis. Il a été chercheur principal dans le projet de développement de modèles hydrologiques pour la quantification des rôles de milieux humides dans l'atténuation des risques d'inondation du bassin versant de la rivière Chaudière et a apporté des améliorations au modèle hydrologique SWAT pour la simulation du comportement hydroécologique des étangs vernaux à la réserve naturelle Kenuk en Outaouais. Entre 2020 et 2023, il a travaillé au sein du consortium Ouranos en tant que spécialiste en hydroclimatologie sur le projet d'analyse des inondations conjointes aux histoires du fleuve Saint-Laurent que vous allez voir aujourd'hui. Présentement, Mohamed travaille sur les projets liés au risque et résilience climatique chez CIMA+. Dans ce rôle, il met à profit son expertise pour développer des plans d'adaptation au changement climatique, contribuant ainsi à renforcer la résilience des communautés et des infrastructures face aux défis environnementaux actuels et futurs. Donc, on est très content que Mohamed ait accepté là, de prendre de son temps dans son nouvel emploi pour venir présenter le projet sur lequel il a travaillé là, pendant quelques années avec nous chez Uranus. Donc, sans plus tarder, Mohamed, je te passe la parole. Pour ceux qui auraient des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. On va les adresser à la fin de la présentation. Et sinon, je vous demanderai juste là, de mettre votre micro sur mute là, pendant la présentation. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Merci, Edouard. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je présente le projet d'analyse des statistiques des crues conjointes aux exutoires de fleuve Saint-Laurent dans un contexte de rehaussement marin. C'est un projet, comme Edouard a mentionné, c'est un projet défini dans le cadre d'InfoCru, l'initiative InfoCru. Et je remercie le ministère de l'Environnement pour le support. Bien que je présente ce projet-là, c'est un projet très collaboratif. Il y avait plusieurs personnes qui contribuaient au développement de ce projet-là. J'ai mis le nom ici et je remercie tous pour leur contribution. Et pour le respect du temps, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. C'est un projet très technique, il y a beaucoup de statistiques. Alors, j'ai ajouté le code QR ici pour l'article qui est publié de résultats de ce projet. Si vous voulez d'apprendre davantage sur la méthodologie, les résultats pour les exutoires, je serai disponible aussi après la présentation pour la discussion. Alors, la présentation, je commence avec la définition, c'est quoi une inondation conjointe, un peu de définition, puis après, je présente la méthodologie qu'on a développée dans ce projet. C'est une modélisation des statistiques basée sur ce qui s'appelle COPUL. Ensuite, on va garder la comparaison de deux approches. L'approche plus classique,
sans considération de l'interaction entre les variables qui sont le niveau d'eau fleuve, et le débit des exutoires, débit de la rivière qui jette dans le fleuve. Puis on va faire une comparaison avec l'approche de Copoul. Ensuite, on ajoute un élément de changement climatique qui est le rehaussement marin dans ce projet, puis voir comment la fréquence de crues conjointes change au climat futur. Puis ensuite, je termine avec quelques conclusions claires. Donc, selon le rapport GIEC, la dernière, la définition d'une inondation conjointe, un événement conjoint en général, c'est deux événements extrêmes ou plusieurs événements extrêmes qui se produisent simultanément ou successivement. Ça, c'est la première définition. La deuxième, c'est combinaison d'événements qui ne sont pas extrêmes eux-mêmes, mais lorsqu'ils combinent, ils arrivent au même moment, ils produisent un événement extrême. Et la troisième, c'est combinaison d'événements extrêmes avec des conditions qui amplifient l'impact. Dans ce projet, l'inondation conjointe, c'est plutôt le premier. On regarde les deux événements qui arrivent au même moment successivement pour créer une inondation conjointe. Et la recherche plus récente montre que, en fait, les événements conjoints en général, dont les inondations conjointes sont plus fréquents, plus sévères avec le changement climatique. Il y a plusieurs articles qui montrent le changement climatique change le système, l'interaction entre les variables et le timing. Alors, les événements conjoints sont plus fréquents. De façon plus schématique, une inondation conjointe, c'est ce qu'on voit ici proche de fleuves, par exemple. Donc, on a plus en amont, on a ce qui s'appelle inondation riveraine, quand on a une inondation de débordement des rivières. Dans un milieu urbain, on a l'inondation pluviale avec le pluie extrême. Puis, plus à l'exutoire d'une rivière, on a une dynamique un peu différente. Il y en a plusieurs variables qui contribuent pour la création d'une inondation. Alors, on a ici une précipitation qui pourrait trigger en fait une onde de tempête. Ensuite, on a le débit de rivière qui arrive au même moment, puis à la fin, on a ce qui s'appelle une inondation conjointe. Pour la méthodologie, comme je dit tantôt, on a utilisé une approche qui s'appelle l'analyse statistique par coupole. Donc, c'est quoi une coupole? C'est un modèle statistique, c'est un concept avec lequel on utilise coupole pour modéliser l'interaction entre plusieurs variables. Dans notre cas, c'est une analyse bivariée, c'est-à-dire on a deux variables, mais ça pourrait être plusieurs variables. Comment ça fonctionne? On a une fonction coupole qui est ajustée pour chacune des variables, soit débit et niveau d'eau dans ce cas. Puis on utilise l'interaction, la dépendance entre les deux variables pour trouver la distribution cumulative conjointe. Une fois qu'on a une distribution cumulative conjointe, on utilise plusieurs modules de copula, plusieurs fonctions statistiques, comme dans l'analyse des univariés, pour trouver la meilleure copula qui pourrait être la meilleure fit en fait pour notre cas. Et ensuite, on utilise le copula pour faire l'analyse de récurrence bivariée. C'est dans ce projet,
Notre échantillonnage, en fait, c'est débit maximal annuel et niveau d'eau qui arrive avec plus ou moins un jour. Évidemment, en utilisant notre échantillonnage, on arrive, c'est possible qu'on arrive à une autre distribution conjointe, c'est-à-dire une autre formule pour modélisation, mais dans ce projet spécifiquement, on s'intéresse à voir vraiment comment le débit et niveau d'eau au même moment, est-ce que premièrement c'est possible? Est-ce que la corrélation est statistiquement significative? Et si oui, c'est quoi la fréquence? Donc, parlant d'échantillonnage, dans le fond, dans l'analyse statistique bivariée, on a une mécanique qui est un peu différente d'analyse univariée. Donc, on a deux scénarios très souvent utilisés dans l'approche d'analyse statistique bivariée. Le scénario qui s'appelle scénario AND, puis l'autre, c'est scénario OR. Dans le fond, dans le scénario AND, qui était utilisé dans ce projet, on s'intéresse à voir les points où le niveau d'eau dépasse une limite et le débit dépasse un certain seuil aussi en même temps. Ici, la zone que vous voyez en gris, c'est le débit niveau d'eau que nous gardons pour notre analyse conjointe. Alors, c'est débit et niveau d'eau au même moment qui dépassent le seuil. Tandis que dans le scénario OR, qui était utilisé quand l'idée est de trouver soit le débit, soit le niveau d'eau dépasse le seuil, c'est une autre façon de faire, mais quand même, Copula pourrait être utilisé pour trouver, en fait, une fois qu'on a la meilleure fonction Copula qui fit pour notre jeu de données, ensuite, le scénario pourrait être choisi pour faire l'analyse de récurrence. Ces deux scénarios-là sont souvent utilisés dans les analyses statistiques bivariées selon le projet. Pour nous, c'est le scénario AND qui on est utilisé pour faire l'analyse de récurrence. La première étape, en fait, pourquoi on a choisi de faire ça, c'est la sortie de cette analyse. En fait, on a regardé le débit niveau d'eau au même moment, puis on a regardé le timing de ces deux événements-là. Ce qu'on voit ici, c'est on a dans trois sections de fleuves, c'est-à-dire le tronçon fluvial, estuaire fluvial et estuaire maritime et golfe. Dans le tronçon fluvial, on a une forte probabilité que les deux événements arrivent au même moment. Vous voyez ici, pour la rivière de Loup, on a le débit maximal annuel qui suit le fond de neige, mais aussi le niveau d'eau de fleuve aussi, le pic maximal annuel, c'est le mois avril. Alors, pour les exutoires dans le tronçon fluvial, on a une possibilité de concomitance des événements. Alors que dans le secteur estuaire, on est un peu différent. Le Bécancour, quand même, ça montre un exutoire qui est plus proche de mécanique qui est plus proche du secteur de tronçon fluvial. Mais pour les exutoires plus en aval, on est en timing, ça commence d'être très différent. Vous voyez ici pour Rivière-au-Renard, à l'extrême est, qu'on est le débit maximum annuel qui arrive toujours le fond de neige de printemps, mais le niveau d'eau de fleuve maximum annuel, c'est en mois de décembre. Alors, cette analyse-là, ça montre la possibilité, la première idée
d'occurrence temporelle de ces deux extraits. Vous voyez ici un peu l'analyse quantitative de ce que je viens de présenter. Alors ici, on a l'indice de corrélation Kendall, qui est une métrique qu'on a utilisée pour trouver est-ce que la dépendance entre le débit et le niveau d'eau est statistiquement significative ou non. Vous voyez que dans le secteur fluvial, on a plusieurs exutoires qui ont la dépendance significative, mais que plus on va vers en aval, l'exutoire en aval du fleuve, on a la dépendance diminue, puis même arrive à une valeur négative. Alors, les exutoires qui sont rouges ici dans ce graphique sont les exutoires statistiquement significatifs selon le matrix de Kendall. Pour mentionner qu'en fait, on a utilisé la statistique Kendall pour distinguer les exutoires statistiquement significatifs ou non, mais il y en a d'autres indices. La raison pourquoi on a choisi Kendall, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèse sur la distribution de débit et niveau d'eau. Et aussi, c'est mieux fité selon la littérature pour quantifier la dépendance dans le contexte de couple-là. C'est souvent utilisé dans ce type d'analyse-là. En continuant notre méthodologie, notre outil, on a utilisé dans ce projet un outil qui s'appelle Multi-Hazard Scenario Toolbox, ou MHAST. C'est un outil développé par l'Université de Californie en Irvine. Dans ce projet, nous avons ajouté deux fonctionnalités, deux fonctions dans cet outil-là. Je vais vous montrer plus en détail dans cette slide. Alors, la première étape dans l'analyse de statistiques bivariées, c'est la création de cellules conjointes. Comme je viens de mentionner, on a utilisé débit niveau d'eau dans un intervalle d'un jour, débit maximum annuel, niveau d'eau dans un intervalle d'un jour, puis l'inverse, niveau d'eau maximum annuel, débit dans un intervalle d'un jour. Ensuite, on a la deuxième étape, c'est maintenant qu'on a l'échantillonnage, on a les observations, on a trouvé la forme de dépendance entre les deux variables. C'est ce qui s'appelle l'empirical joint distribution. Dans le fond, c'est vraiment la distribution empirique qui est notre base, puis on utilise notre distribution conjointe empirique pour trouver la meilleure copula. La troisième étape, c'est la sélection de meilleure copula. L'outil dans le MHAS, il y a une fonction de statistiques bayésienne pour trouver les meilleurs paramètres de copula. Mais la méthode numérique de distinction de meilleure copula, dans l'article, on mentionne que ça ne fonctionne pas toujours. Il y en a plusieurs cas où on a trouvé que plusieurs fonctions de copula avec l'application très différente, ça donnait la même métrique. Alors, c'est pourquoi c'est la raison pourquoi on a ajouté d'autres fonctionnalités dans MHAST pour vraiment distinguer la meilleure fonction de copula. C'est une méthode graphique qu'on a utilisée. Alors, plus de détails, vous pouvez trouver ça dans l'article, mais c'est vraiment le corps de notre méthodologie, c'est vraiment de distinguer la meilleure fonction de copula. Ensuite, une fois on a la meilleure fonction de copula, on utilise ça pour faire l'analyse de récurrence bivariée. Ce que vous voyez ici, c'est le débit et le niveau d'eau en à gauche, le débit en bas. Pour chacune de ces variables-là, on fait une analyse univariée, puis on met ça ensemble pour créer les isolines que vous voyez ici sont
des isolines de récurrence, par exemple 2 ans, 5 ans, 100 ans, qui donnent en fait le débit niveau d'eau conjointe pour chacune de ces récurrences-là. Comme vous voyez ici, les lignes sont multicolorées. Je donne un peu plus de détails dans le prochain diapositive. Mais en fait, l'idée est d'analyse fréquentielle bivariée et de trouver, maintenant qu'on a plusieurs débits niveaux d'eau avec même récurrence, par exemple 2 ans, 5 ans, ça sera quoi le débit niveau d'eau on peut prendre et utiliser dans notre hydraulique pour faire la cartographie de zone inondable. Alors l'idée ici de trouver le débit niveau d'eau qui s'appelle avec le maximum de vraisemblance. En anglais, c'est maximum likelihood. C'est vraiment en utilisant la fonction copula, on a trouvé c'est quoi le maximum de vraisemblance pour chacune de ces débits niveau d'eau pour trouver le maximum. Puis ensuite, ces points-là, on est utilisé pour notre analyse. La prochaine étape, c'est la comparaison. Maintenant qu'on a le débit niveau d'eau de design, par exemple, le débit niveau d'eau avec la maximum récurrence, si on va utiliser l'approche classique, c'est-à-dire l'analyse univariée, on a utilisé un couple indépendant, c'est-à-dire sans fuiter, on fonctionne couple sur la série conjointe. On a essayé de fitter la ligne de couple indépendant qui dépasse le point de design. Puis, au fond, le point de départ, puis on a gardé c'est quoi la récurrence de cette ligne-là. Alors, la valeur que vous voyez ici, c'est la récurrence dans un contexte indépendant, alors que la récurrence vraie en considération d'interaction entre les deux variables, c'est 100 ans. C'est comment on a trouvé le facteur de sous-estimation, en fait, si on néglige la dépendance entre les deux variables. Puis la dernière étape, c'est vraiment l'analyse en climat futur. Alors, on a gardé, on a fait une comparaison, en fait, de récurrence dans le climat futur avec le design, avec le débit niveau d'eau design de période historique. Puis voir vraiment 100 ans de période historique, c'est quoi? C'est 50 ans, c'est 20 ans, ou c'est 5 ans de période future. C'est quoi le facteur de changement de la fréquence de crues conjointes? Ici, vous voyez un exemple de quelques exutoires. Plus de détails vous trouvez dans l'article pour tous les exutoires, en fait, sur le résultat de facteurs de sous-estimation. Par exemple, pour le rivière Saint-Maurice, on voit que le facteur de sous-estimation, c'est 43. C'est-à-dire, le 100 ans, c'est 4300 ans sans considération de débit niveau d'eau, sans interaction de débit niveau d'eau, sans utilisation de copula. Si on veut vraiment capturer ces débits niveau d'eau-là dans notre modèle. On voit ici que pour les exutoires dans le secteur fluvial où la dépendance est statistiquement significative, la forme de dépendance change. Par exemple, pour le rivière Richelieu, la facteur de sous-estimation, c'est 17. Pour Saint-Maurice, c'est 43. Pour le rivière Assomption, c'est 5. En fait, ce qu'on a expliqué dans l'article, c'est que selon la forme de dépendance, la facteur de sous-estimation change. Pour la rivière Richelieu, par exemple, ici, vous voyez que
on très clair, on forme très claire de dépendance entre les extrêmes. Vous voyez ici, les deux points d'extrême arrivent pratiquement la même tendance. Alors que pour l'ascension, les joues données montrent un peu que la dépendance n'est pas nécessairement dans les extrêmes. Il existe une dépendance statistiquement significative, mais que la forme de dépendance est un peu différente par rapport à la Richelieu. Même chose pour Saint-François, c'est le facteur de sous-estimation, c'est 7. En fait, l'idée de facteur de sous-estimation est vraiment de comparer sans aller plus loin dans notre analyse statistique, comment on sous-estime la fréquence de crue. Pour le scénario rehaussement marin, nous avons utilisé le scénario le plus récent d'Environnement Canada. Ce scénario, c'est basé sur le CMIP5 et ça donne le rehaussement marin pour la période de 2006 jusqu'à 2100. Nous avons choisi la médiane de RCP 8.5 pour l'horizon 2100 pour notre projet. Et une chose, c'est qu'ici, le scénario d'Environnement Canada ne couvre pas le secteur fluvial de fleuve. Vous voyez ici qu'on n'a pas le scénario pour le climat futur, le scénario de rehaussement marin. Alors, pour cette partie-là, on a utilisé la simulation faite par Denis Lefebvre de MPO pour trouver c'est quoi les rehaussements marins dans le secteur fluvial. En fait, on a regardé le 50 cm avec le hausse de 50 cm à Saint-Joseph-de-la-Rive, qui est le point de la condition limite en aval du modèle de MPO. Et là, ces 50 cm, ça représente la médiane de rehaussement en 2100. Alors, on a regardé avec ces 50 cm, c'est quoi le rehaussement marin pour tous les exutoires plus en amont de fleuve, surtout le secteur fluvial qui nous intéresse parce que les débits niveaux d'eau sont plus statistiquement dépendants. Alors, avec le 50 cm à Saint-Joseph-de-la-Rive, on voit ici que le 50 cm, ça traduit à autour de 32 cm pour le Batiscan, puis ça diminue jusqu'à Rivière-Châteauguay qui est autour de 0. Alors, en amont d'Assomption, la rivière Assomption, on a le rehaussement marin, l'effet de rehaussement marin, c'est très, très négligeable. Mais pour les exutoires, plus en amont, on impacte le rehaussement marin, même si c'est pas comparable pour les exutoires dans le secteur de golfe, mais c'est quand même, on a une augmentation de un rehaussement de niveau d'eau avec le rehaussement marin. Ici, c'est le résultat de comparaison de scénario rehaussement marin, la récurrence avec le rehaussement marin par rapport à la période historique. Vous voyez ici l'étoile noire et le 100 ans conjoint de période historique et toutes les lignes multicolorées sont l'analyse avec le rehaussement marin pour le climat futur. Donc, le 100 ans de période historique, c'est autour de, par exemple, 20 ans pour le climat futur, si on fait une comparaison avec le scénario RCP 8.5 pour l'horizon 2100. Alors, on voit ici que l'effet de rehaussement marin, ça se diminue. Évidemment, on a moins de rehaussement marin pour les histoires plus en amont de fleuve. Alors ici, c'est 20 ans au climat futur, mais ça diminue
graduellement jusqu'à on arrive pour la rivière Richelieu, c'est 100 ans historique, c'est 100 ans climat futur. Alors, pas d'impact significatif sur le débit niveau d'eau conjoint, sur l'interaction. Même chose pour l'assomption. Mais l'effet de rehaussement marin, alors c'est maximum 5 ans, 5 fois ici pour le secteur fluvial, en fait, qui est qui est pour la rivière Batiscan. Et ces facteurs-là, ça change selon le type de copula. Vous voyez le nombre de la fonction copula qui a été utilisée pour fitter vraiment notre cellule conjointe. Pour la conclusion, la méthodologie que nous avons développée nous a permis de prendre en compte la dépendance entre le débit et niveau d'eau, mais aussi l'incertitude. En fait, l'outil nous permet de voir l'incertitude de débit niveau d'eau, l'incertitude dans le débit niveau d'eau qu'on va utiliser dans le modèle hydraulique pour faire la cartographie zone inondable. Avec l'approche bayésienne, on a une gamme de paramètres qui nous donne le meilleur, qui même fonction de copula, mais ça donne l'incertitude paramétrique sur la fonction. On peut utiliser ça pour voir l'incertitude dans l'impact, l'incertitude paramétrique sur la cartographie zone inondable, en fait. Pour le secteur fluvial, on voit que la dépendance, c'est statistiquement significatif. Et c'est la même chose si on prend le débit maximal annuel à niveau d'eau le même jour et l'inverse. Dans les deux cas, il existe une dépendance significative dans le secteur fluvial. L'analyse fréquentielle univariée pourrait sous-estimer la fréquence jusqu'à 30 fois. Ça, c'est quelque chose à l'extrême. Ça va monter, l'indice UHF, ça a montré que ça pourrait arriver jusqu'à 30 fois la sous-estimation de dépendance entre les niveaux d'eau, la récurrence de crue, en fait. Puis le rehaussement marin, ça pourrait augmenter la fréquence de crue jusqu'à 5 fois. La rivière Batiscan, dans le secteur fluvial, c'est la rivière avec le maximum l'effet de rehaussement marin. Et l'effet de rehaussement marin diminue graduellement, en fait, et arrive nul pour les exutoires en amont de la rivière Saint-François. Pour l'estuaire fluvial, maritime et golfe, alors, je ne vais pas présenter ici, mais parce que le débit et niveau d'eau ne sont pas statistiquement significatifs. On a utilisé le copula indépendant, on a utilisé le copula indépendant pour trouver le débit niveau d'eau de chacune des récurrences. Mais vu que la dépendance n'est pas statistiquement significative, il n'y a pas de fonction de copula qui est fitée pour ces exutoires-là. La corrélation, comme je disais tantôt, ce n'est pas statistiquement significatif. Il arrive dans différents timings. Selon le scénario des niveaux d'eau choisi, on peut arriver à une augmentation de fréquence de crue jusqu'à 50 fois. Ces 50 fois-là, c'est par rapport, si on prend vraiment le moyen de niveau d'eau et le maximum, par exemple, le 100 ans de débit, ces 50 fois-là, c'est par rapport à ça. Évidemment, vu qu'il n'y a pas la dépendance significative, mais ce ne peut pas dire qu'il y a un seul point, un seul débit niveau d'eau qui pourrait être utilisé dans le modèle hydraulique. C'est pourquoi on a utilisé le copula indépendant. En fait, on a trouvé plusieurs points, mais c'est ça, plusieurs points pour utiliser dans le modèle hydraulique. Ça donne une possibilité de trouver c'est quoi l'impact, l'effet de différents paires de débit niveau d'eau en fait, dans la zone inondable. Et le facteur d'augmentation pour l'estuaire dans le secteur
l'estuaire maritime, c'est-à-dire Rivière-Matane et Métis, c'est plus autour de 20 fois. Et c'est autour de 10 fois pour la rivière Chaudière et Saint-Charles-Montmorency. Je vous remercie pour l'attention. Merci, Mohamed. Merci. Avant de se lancer, pour les questions, je vais prendre mes prérogatives là, en tant qu'animateur pour dire que Mohamed a été très modeste là, dans sa présentation du package MRAST. Pour tous ceux qui sont intéressés à utiliser des copules, euh, je pense que le travail qui a été fait là est très intéressant, là, tous les outils d'analyse qui ont été ajoutés. En tout cas, nous, ça nous a vraiment permis de vraiment mieux s'y retrouver parmi là, la panoplie de copules là, qui sont présentes dans le package, là, puis de vraiment comprendre, de mieux comprendre les résultats qu'on obtenait avec les outils qui étaient là à la base, là. Donc, ceux qui utilisent le copules, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la version modifiée du package que Mohamed a mis en ligne, qu'on peut retrouver où, Mohamed? J'ai donné, ça existe dans le GitHub de Uranus, en fait. Je vous envoie le lien dans le chat. Mais aussi, j'ai donné le code QR pour l'article, mais il y a 4 rapports techniques qui étaient publiés de ce projet. En fait, c'est disponible sur le site web de Uranus. En fait, si vous voulez apprendre plus sur la méthodologie que nous avons développée dans ce projet-là. Oui, bon point, c'est vrai, dans les rapports vont plus en détail que l'article. Donc, vous pouvez juste consulter le site Uranus. On a déjà question sur le chat. Question de Suzanne Drécha. Je peux la lire ou si la personne veut juste allumer son micro et la poser directement? Suzanne. Oui, bonjour. Moi, je m'intéresse particulièrement à l'estuaire maritime et au golfe du Saint-Laurent. Donc, ma question porte sur, pour les relations conjointes, vous parlez des débits qui ne sont pas corrélés avec la submersion pour l'estuaire fluvial, l'estuaire maritime, pardon, et le golfe. Pourtant, on sait que quand il y a des pluies d'ouragans, dépressions majeures, etc., qui viennent, ils font à la fois des débits de crue et des submersions. Donc là, je me demandais, c'est quoi les débits que vous avez utilisés quand vous dites que les débits ne sont pas corrélés aux submersions? C'est-tu des débits moyens? C'est quel genre de... Oui, c'est un très bon point. En fait, le débit que nous avons utilisé, c'est le débit simulé qui est fourni par le ministère de l'Environnement, c'est le débit d'Atlas. C'est le débit maximum annuel qu'on a utilisé, c'est le fonds printanier. Puis ensuite, on a fait de la corrélation avec le niveau d'eau la même journée, plus ou moins en journée. Oui, c'est très possible qu'avec avec une pluie forte, on ait crue de la rivière et niveau d'eau au même moment. Mais la précipitation, ce n'était pas un élément qu'on a utilisé dans ce projet. C'est pour ça que l'approche qu'on a développée, c'est bivalier, mais si on ajoute la précipitation, c'est une possibilité, le copula, ça donne la possibilité d'ajouter ça. Ça va donner, ça sera quoi vraiment la fréquence et la dépendance entre 3 variables maintenant, précip extrême, débit et niveau d'eau. OK, merci beaucoup. Parce que c'est ça, les événements qui ont eu lieu puis qui ont causé des dommages en Gaspésie particulièrement sont liés à ce type d'événement, pas forcément à la crue printanière, là. Donc, ce n'est pas les précipitations, mais vraiment le débit maximum qui peut se produire, mais à l'automne, par exemple, en même temps qu'un ouragan va survenir, là. Donc, c'est comme une autre situation que les fonds printanières classiques, là. C'est ça. En fait, cette question, c'est comment on échantillonne le débit niveau d'eau. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on prend le débit maximum annuel, qui est le fond
printanière, suite à une fonte printanière, ou on prend débit qui dépasse certains seuils. Là, maintenant, c'est le cru, l'automne aussi, ça pourrait entrer dans ça. Tout ça, ça dépend de la façon qu'on échantillonne, on garde le débit niveau d'eau, en fait. Mais dans ce projet, on a gardé spécifiquement très extrême. On prend vraiment le maximum annuel pour chaque année, en fait. Comme dans l'estuaire fluvial. D'accord. Merci beaucoup. Exact. Merci. On a une question de Marc Desrosiers. Je ne sais pas s'il veut la poser directement. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, donc ma question c'était est-ce que les vagues de tempête ont été intégrées dans votre projet de recherche d'une façon quelconque? Et si oui, comment? Le vague tempête, oui. Surtout, c'était dans les exutoires dans le secteur Golfe. Et le vague tempête, en fait, pour nous, niveau d'eau, c'est niveau d'eau total. On n'a pas regardé, on n'a pas séparé le marais et l'onde tempête. Puis c'est vraiment l'ensemble de d'eau qu'on a utilisé pour notre analyse conjointe. Parfait, merci. On a une question de Samuel Perrault qui se demandait si tu pouvais expliquer la grande variabilité des familles de copules sélectionnées. C'est tout le monde point. En fait, la question, il y en a plusieurs formes de copules pour différentes utilisations. Ce qui est plus important et pertinent dans ce projet, c'est est-ce qu'un copula de type extrême, c'est un bon fit? Le copula extrême, c'est souvent utilisé quand la dépendance est vraiment sur les extrêmes conjointes. Alors, ce que nous avons trouvé dans le fond en utilisant le copula extrême, vous voyez ici par exemple le Gollambus, c'est une copula extrême. On a un facteur de sous-estimation beaucoup plus fort qu'un copula plus symétrique, plus vers le moyenne de distribution conjointe. Dans le cas où il existe la dépendance dans les extrêmes de débit niveau d'eau, alors il faut absolument utiliser le copula extrême. Je voudrais ajouter qu'une chose qu'on aurait aimé faire, mais qu'on a manqué de temps, c'est voir la sensibilité des résultats à la sélection de la copule. Parce que des fois, on a juste montré les copules qui fonctionnent le mieux, mais des fois, c'était proche. Puis il y a une chose qu'on aurait aimé faire, c'est ça, c'est voir comment les résultats changeaient si on prenait des copules qui n'étaient pas la meilleure, mais qui étaient proches. Et puis voir quel était l'impact là, sur les résultats finaux. Mais malheureusement, là, on n'a pas eu le temps pour plus tard. Une question de Pierre Gaudreau. Je ne sais pas s'il veut la poser directement. Oui, bonjour, Pierre Godreau, ministère des Transports. Première des choses, merci beaucoup pour cette belle recherche. C'est bien intéressant. Écoutez, on évolue tous là-dedans. Moi, je reviens un petit peu sur la question, là, relation pluie et événements extrêmes là, de marée. Est-ce que ça fait partie, c'est peut-être pas vous, monsieur, qui allez pouvoir me répondre à ça, mais peut-être plus votre client. Là. Est-ce que ça fait partie des phénomènes qui vont vouloir être étudiés éventuellement? Là, est-ce que ça fait partie comme une phase 2 ou une phase subséquente? Là? Ce genre de vérification-là. Oui, étant donné que Mohamed n'est plus à Oranos, il est peut-être plus la meilleure Exactement. personne pour répondre à ça. Peut-être qu'on peut ramener Edouard s'il est toujours là. Peut-être qu'il peut commenter là-dessus. Ben, d'entrée de jeu, je dirais que la pluie est comme pas écartée. Là. Étant donné qu'on prend des débits à l'embouchure qui sont générés avec un modèle hydrologique qui prend la pluie, est présente, là, la pluie. Il ne faut pas penser qu'elle n'est pas prise en compte.
ceci étant dit, je suis pas certain de comprendre votre question. Donc, Ben, je vais la reformuler d'une manière différente. Je constate sur les slides qui sont présentés que la plupart des rivières ont des débits qui sont assez élevés, ce qui indique quand même une bonne orientation vers un régime hydrologique qui est beaucoup impacté, notamment par la fonte des neiges. Puis, comme Suzanne a le mentionné un petit peu plus tôt, là, ben, écoutez, on a beaucoup de cours d'eau au Québec qui sont plus influencés par les pluies et par conséquent potentiellement par des dépressions qui vont être un événement qui va être relativement plus euh, dépendant, là, particulièrement là, dans l'estuaire et le golfe. Là. Parce que quand tu vas avoir une dépression, par définition, il ne fait pas beau en même temps. Fait que c'est de voir, ben, vu que pour l'instant, vous démontrez que c'est relativement indépendant, la fonte des neiges puis les dépressions dans l'estuaire et le golfe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'intention de se pencher sur cette discussion-là, sur cette réflexion-là? Donc, de pluie et de dépression, OK, je comprends mieux. Mais que- en fait, je réponds un peu la même chose là, que j'ai dit, mais dans ce projet-ci, on analyse, oui, les cas de crues printanières, mais aussi on échantillonne le niveau max annuel qui peut arriver justement à l'automne, puis on regarde le débit qu'il y avait dans la rivière, le plus haut débit dans une fenêtre de quelques jours là, durant cet événement-là. Donc, on peut réussir à capter ce genre d'événement-là avec l'étude de Mohamed ici. OK. Mais je comprends que ce n'est pas regardé spécifiquement, mais je comprends que vous regardez ça pour des rivières qui ont des On gros. échantillonne les maxima, puis ça se peut que pour certaines rivières, ça soit justement un événement comme ça certaines années. On le fait chaque OK. année. OK. En fait, c'est ça pour ajouter, mais dans le fond, notre série conjointe, c'est niveau d'eau maximum annuel et débit dans une journée. Maintenant qu'on prend le niveau d'eau maximum annuel, si la dépendance pour le secteur golfe, par exemple, il y en a des cas où le niveau d'eau et débit arrivent à la même période, même moment peut-être, mais c'est pas statistiquement significatif la dépendance entre les deux, en fait. C'est un peu différent par rapport les histoires dans le secteur fluvial où sont toujours suite le fond printanier, dans le fond. OK. Mais de ce que je comprends, c'est que là, vous avez fait ces analyses-là, puis qu'il n'y a peut-être pas personne d'autre qui va se pencher sur le reste de la question. Parfait. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Sinon, on aurait une dernière question de Biliana. Est-ce que tu veux la poser directement à moi? OK, bon, je vais me demander la question. Donc, comment la longueur de la série d'observations que vous avez examinées affecte-t-elle votre analyse? Quelles sont les incertitudes liées aux extrêmes sur une période de 100 ans? C'est un très bon point. Bonjour, Biliana. On a utilisé le 1968 jusqu'à 2020 pour notre analyse. C'est une série, c'est un maximum annuel qu'on a utilisé. Alors, c'est assez long pour l'analyse. Mais on n'a pas gardé l'incertitude liée à la taille d'échantillonnage, en fait. Mais notre série conjointe, c'est un peu tricky d'utiliser en fait l'échantillonnage parce que si on veut vraiment prendre le maximum annuel puis on diminue les autres, on arrive, parce qu'on regarde les deux variables ensemble. C'est pas une seule variable, c'est pas juste débit. Alors, c'est débit et niveau d'eau en même période. Pour que le niveau d'eau, on a essayé d'utiliser les observations, les gauges, mais qu'il y en a plusieurs stations qui n'ont pas vraiment beaucoup de gaps et manque de données. Alors, 1970 jusqu'à 2020, ça a donné
on essaie de continuer ça, en fait, pour notre analyse. Mais c'est intéressant de voir l'incertitude sur la taille. Ouais. Merci. Ça complète les questions dans le chat. Bon. Donc, ben, ça compléterait la présentation. Donc, je remercie encore Mohamed qui a pris le temps de préparer Merci la beaucoup. présentation puis d'être avec nous ce matin. Donc, merci Mohamed. Et puis, ben, merci à tous là, pour avoir assisté. Merci.